As we heard, there are people in Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Spector, a former American who made Aliyah and then 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia, here in Stockholm. She believes the current wave of anti-Semitism in Sweden will pass and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Et alors là, je m'arrête là. Et voyez-vous, quand je vous dis que l'ennemi premier du catholicisme, avec ses conséquences spirituelles et politiques, ce n'est pas l'islam et judaïsme talmudique, je vais vous citer Richard de Coudenhove-Kalergi, 1894-1972, qui est le fondateur de la Pan-Europe, qui est un institut mondialiste, pour créer une Europe unifiée et dans un cadre mondial unifié. Et il a sorti, et là je peux le dire, c'est la première fois que ça sort, il a écrit un ouvrage en 1925, Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, qui est un condensé de l'influence de la gnose et de la Kabbale dans un idéal de gouvernance européenne, elle-même intégrée une gouvernance mondiale, mais avec disparition d'une tourne d'esprit et l'anéantissement des nations européennes qui doivent être orientalisées. Et là, on comprend beaucoup mieux l'immigration. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il met en valeur l'esprit du judaïsme, qu'il considère comme une élite, mais aussi l'élite de la noblesse, noblesse française, allemande, italienne. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est un mariage de ces deux élites. Le caractère intellectuel juif et le caractère élitiste de la noblesse pour créer une nouvelle noblesse. Dans la mesure, alors je cite Coudenhove, 1925, dans la mesure où l'Europe est chrétienne, elle est juive. Dans la mesure où l'Europe est morale, elle est juive. La quasi-totalité de l'éthique européenne s'enracine dans le judaïsme. Et il ajoute que le christianisme est un judaïsme régénéré. C'est qu'il y a un mensonge et une erreur absolue, puisque le Christ ne fait que, enfin, il accomplit la loi, il ne régénère pas le judaïsme. Le judaïsme, il est entre guillemets mort et enterré, si je puis dire, avec l'arrivée du Christ qui accomplit, qui parachève. Bon. Donc on voit bien l'influence de la gnose et d'un esprit judaïsé de la part de Coudenhove. Et donc il parle de deux races de qualité, la noblesse de sang et le judaïsme, séparées l'une de l'autre et chacune demeurant fixée, rivée à ses croyances, et il espère à une fusion des deux. Et il ajoute ceci, c'est ici que grandit au rang de symbole la communauté entre Lénine, l'homme de la petite noblesse rurale, et Trotsky, le lettré juif. Ici se réconcilie l'opposition entre le caractère et l'esprit, le Junker, c'est le noble prussien, et le lettré, les humains rustiques et les humains urbains, les païens et les chrétiens, en une synthèse créatrice de l'aristocratie révolutionnaire. Dans une Europe orientalisée, l'aristocrate du futur ressemblera davantage à un brahmane et à un mandarin qu'à un chevalier. 1925. Et il ajoute ceci, l'humain noble du futur ne sera ni féodal, ni juif, ni bourgeois, ni prolétaire, il sera synthétique. Les races et les classes
dans le sens d'aujourd'hui, disparaîtront. Les personnalités demeureront. Donc vous voyez, volonté de détruire les États, de détruire leurs identités, de favoriser le métissage. Et d'ailleurs, il y a un passage que j'ai oublié qu'il faut à tout prix que je cite. Parce que ça c'est du gratiné. C'est lui qui le dit, moi je fais que relire. Hein. Où il prône le métissage. Alors j'enlève le métissage normal. Un noir qui épouse une blanche, il s'aime, à condition d'obéir aux mêmes origines sociales, même tour d'esprit, pourquoi pas. Mais quand il devient idéologique, non. Je vais vous citer le passage. Là où sous des auspices défavorables se rencontrent la consanguinité et le mélange, il engendre des types dégénérés au caractère faible, à l'esprit racorni. L'humain du lointain futur sera un métis. Les races et les castes d'aujourd'hui seront victimes du dépassement toujours plus grand de l'espace, du temps et des préjugés. La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité de personnalités. Donc on voit déjà, volonté 1925, Practitionalismus, cette volonté de détruire l'identité des États, de favoriser l'immigration, une Europe orientalisée, où le brahman et le mandarin vont prendre le pas sur le chevalier. Ben oui, l'esprit chevalier, c'est typique de l'Europe chrétienne du Moyen-Âge, Saint-Louis. Donc bien comprendre que c'est ça qui est pathétique. En fait, je n'ai fait que reprendre des textes anciens, où nos ennemis nous ont dit « on va vous casser la gueule ». Mais vous êtes tellement con qu'on peut l'écrire, le présenter, et mis à part 2-3 gus qui pigeront, le reste pigera pas, ou dira théorie du complot. Mais donc de peau, c'est sur Gallica, j'ai fait que reprendre le texte scanné d'origine. Bon, c'est ça qui est terrible. Ils nous ont annoncé tout ce qui se produit aujourd'hui. Ce n'est que la conséquence d'un long travail. Il y a des racines pour la Terre. Je vais faire une parenthèse. Les gens qui perdent leurs racines, comme on fait de nos jours, les migrants, etc., ce sont des gens éminemment manipulables. On déplace cette espèce d'arbre parce qu'il n'a pas de racines. Donc se méfier de cette procédure pourrie qui va engendrer plus de tort à tout le monde, et même aux Illuminati eux-mêmes, tant pis pour eux, qui croient que parce qu'on est un être humain avec la même tête, grosso modo, les mêmes bras, les mêmes jambes, nous sommes identiques, semblables et analogues. C'est faux. Les personnes, c'est comme le vin, avec le cépage, ça prend les qualités des lieux. Parce que dans la notion d'incarnation chez les anciens, le lieu joue un rôle important. C'est comme dans l'astrologie, on vous demande où êtes-vous né, à quelle heure, etc. pour ces raisons-là. Quel moment de l'année? Bon, c'est de la même espèce. On coupe la moitié d'un individu comme ça. C'est comme si on le rendait orphelin du ciel. Donc ces personnages-là sont tellement occupés par des choses de la terre qu'ils ne voient plus les choses du ciel. Ils entament de fausses religions, mais c'est le cas des gens qui n'avaient pas de terre à une époque. Vous allez comprendre de qui je parle. Ils sont en train d'essayer d'aller partout. Pourquoi faire? Pour exploiter ce qui est ailleurs. De eux-mêmes, ils ne font rien, hormis du désordre. C'est ce qui se passe avec l'idée stupide des migrations. Voyager, c'est bien, se mélanger, ça n'est pas le meilleur moyen. Bon, peu importe, ils ont leur théorie, je présente la mienne amicalement et sans vouloir prétendre l'imposer. Si on vous demandait de vous naturaliser? Je sais pas, parce que ça ne sert à rien. Si au moins ça me ferait une meilleure vie ou quoi, pourquoi pas? Parce que je suis pas, du point de vue de la nationalité, comme papier ou quoi, ça me gêne absolument pas. Parce que ça m'empêchera pas de garder ma culture et tout. C'est pas un papier qui va me changer. Ça ne va rien résoudre du tout, parce qu'il y a quand même des gens en face de moi et qui me verront toujours avec ma tête et tout. Ça va rien changer. C'est pas une solution. C'est peut-être une solution quand j'irai à la commune et tout, et puis après il y a le reste. La culture, on ne peut pas renier sa culture, c'est impossible. Déjà que les enfants des immigrés ont une culture coupée en deux, ils ont la culture de leurs parents, la culture que leur impose soit l'école, soit la télévision, soit la rue, tous les jours. Mais il reste quand même... du moins pour les parents, ils tiennent à leur culture et ils ont déjà beaucoup de problèmes à garder
une trace de la culture vis-à-vis de leurs enfants, ce qui est un grand dégât qui est causé par l'immigration, justement. C'est l'avenir des enfants des immigrés. Et malgré qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas un effort pour s'intégrer, ils auront toujours ce problème. C'est une vie gâchée, en quelque sorte. Une vie, ça n'a pas de prix. Hein. Il n'y a pas de prix. On ne peut pas peser sur une balance une vie, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Par exemple, comparer ce que rapporterait l'immigration ne rapporte rien du tout. Hein. Absolument rien. Ça permet de vivre peut-être un peu mieux ou quoi, mais c'est tout. Elle n'apporte rien du tout. Au contraire, je trouve qu'elle gâche la vie. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet, là. Il y a la chose minimale. Et pour revenir sur le racisme, ça disparaîtra jamais, si ça existe, d'accord? L'hostilité entre des gens de différents peuples, ou même entre des gens d'un même peuple, c'est pas le problème. Ouais, c'est pas Rokhaya Diallo ici. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, l'oppression systémique d'une élite sur d'autres peuples, ça me pose problème. Et c'est sur ça que je me prononce. Pourquoi vous prendrait-on pour des animaux? La preuve, elle n'est qu'à observer. On essaie de vous dire, tiens, il y a des gens qui vivent de la guerre. Ils sont écrasés par cette guerre, ils ont besoin de partir, et ben ils vont à l'étranger, ils s'installent en Allemagne, en France, en Angleterre. Ça, c'est un métissage obligé par une guerre qui n'a pas lieu d'être. Premier constat. Deuxième, si on fait ces mélanges, c'est pour brouiller les cartes, c'est-à-dire qu'on divise pour régner. On suit bien, c'est facile. Mais pourquoi cela est-il fait de manière sciemment et organisé, simplement parce que on veut que ce métissage fasse de nous tous des animaux qui soient les mêmes. Parce qu'il est plus difficile dans une ferme de s'occuper d'un côté des vaches, des ânes, des cochons, des poules, des machins, que d'avoir le même cheptel qu'on va peler d'une fois par an avec les impôts, etc. C'est ça l'objectif. Donc il faut bien savoir que si on est conditionné par la pensée donnée par les journaux, télévisé ou papier ou Internet, c'est là qu'on a un problème. Parce que grosso modo, on a des gens qui sont derrière les manettes et qui font tout pour qu'on croie ceci ou cela. C'est ça. Alors d'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon que les gens ont de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le drapeau, cette façon qu'on a de leur faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries, au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'idéologie française, il vous a quand même pas échappé. Il y a un livre assez célèbre, très célèbre, beaucoup plus que le mien, qui est un livre de Karl Marx qui s'appelle L'idéologie allemande. L'idéologie allemande, ça ne veut pas dire que toute l'Allemagne ressemblait à ce que Marx décrivait dans l'idéologie allemande. De la même manière, dans ce livre qui est maintenant bien ancien, mais dont je vois qu'il est encore vivant, ça me fait assez plaisir. Ouais. Il n'est pas question de dire que la France est tout entière un foyer d'abjection et de miasme. Vous parliez d'un concept, celui de l'idéologie française. Alors, le concept réduit la réalité et donne une vision de la France, de la nation, un peu réductrice, telle que vous l'exprimez. Si un concept, c'est quelque chose qui réduit la réalité, alors en effet, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Je crois qu'un concept, c'est quelque chose qui permet de la penser. Et qui permet de la penser de manière toujours provisoire, en remettant le concept au travail, etc. Bien sûr. Non, Elisabeth.
Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Et aujourd'hui, on est en train de se faire baiser dans le sens inverse du nazisme. Parce que si le nazisme, c'était soi-disant la supériorité d'une race sur les autres, aujourd'hui, on veut effacer complètement cette fameuse race en la remplaçant, en la mélangeant, en faisant arriver des tas d'autres gens. Et au final, moi je dis que la fameuse diversité qui nous bassine avec ça, bah, ils sont en fin de compte en train de la détruire. Parce que quand tu mélanges tout avec tout, bah, à la fin, tu n'as plus qu'un seul truc, le mélange. Mais les ingrédients de départ, tu les as plus puisque tu les as mélangés. Donc arrêtez aussi les politiques avec vos histoires de diversité. En réalité, vous voulez la tuer, la diversité. C'est tout. Ce que je constate, c'est que les élites se font, avoir sur des choses d'une extrême simplicité. Ils disent, à leur manière, ils imposent l'unification de l'espèce humaine sur la planète. Mais ils confondent unifier et uniformiser. Grave mécompte, catastrophe sociale, catastrophe intellectuelle, catastrophe culturelle et humaine. Voilà. Et je dis, ça, c'est un délire. Et ce qu'il est bon de faire connaître, c'est ce genre de remarques. Il faut cesser de vouloir mélanger tout le monde à n'importe quel prix. Il faut cesser d'avoir des concepts délirants qui ne sont pas testables. Or, la nature donne les tests. Est-ce que vous êtes pour ou contre le métissage? Je vais être tout aussi clair que je l'ai toujours été. Je suis opposé de manière systématique au métissage industriel imposé. Du style, non mais si tu me poses une question, je réponds. Je t'explique. Benetton, qui nous dit en gros que le métissage c'est l'avenir du monde et que sans métissage on ne va pas s'en sortir. C'est des conneries ça. Le Brésil pendant des années a dit que c'était le pays de la démocratie raciale, le pays du brassage et du métissage. On nous montrait à la télé que Ronaldinho, Copacabana, les femmes bronzées en string, etc. Puis on disait ah, le Brésil c'est génial, c'est le métissage. Ben, moi j'ai été au Brésil une fois, c'est l'un des pays où les Noirs souffrent le plus en dehors d'Afrique en termes de discrimination et d'ostracisation. D'accord ? Les ghettos qu'il y a à la Cité de Dieu, c'est pas qu'un film, c'est des réalités sociales et politiques. Le métissage, ça ne gomme pas les effets pervers de l'extrémité du néolibéralisme globalisé qui est quelque part la suprématie occidentale, comme certains l'appellent, comme elle l'appelait Francis Cress-Welsing. Elle parlait de white supremacy. Et donc le métissage n'est pas la solution au problème ou au rapport entre les différents peuples de l'humanité. Maintenant, un individu qui rencontre une individu, une peut être noire, l'autre peut être blanc, l'un peut être noir, l'autre peut être blanche. Les rapports entre personnes individuelles, ça ne me pose aucun problème. Je suis qui pour parler de ça? Mais je refuse qu'on me dise que le métissage est la solution au problème du monde parce que c'est des bullshit. Voilà, c'est tout. Et moi, j'aime la diversité. J'aime la couleur dans sa diversité. Et si Dieu a fait toutes les couleurs, c'est pour qu'elles puissent se connaître, se comprendre, s'entendre. Et je préfère un bouquet de fleurs multicolores qu'un bouquet de fleurs Michael Jackson avec une seule couleur. Voilà. Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Ok ? Il y en a qui se battent pour défendre la migration. Moi, je pense que la migration saigne notre continent. Et que notre peuple, c'est quelque chose que je dis tout le temps quand je suis au contact des miens dans les villages ou dans les grandes capitales en Afrique, francophones même, dans la diaspora, je dis que mieux vaut risquer nos vies sur le continent, comme nous on essaye de le faire, que risquer sa vie pour traverser la Méditerranée et finir esclave dans le sud de l'Italie. Et moi, je me bats pour ça.
pour que les nôtres restent sur le continent. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation sur ce terrain-là. On a déjà été saigné par l'esclavage, on a été saigné par la colonisation, parce qu'il y avait des traîtres aussi chez nous qui ont contribué à ça, disons-le clairement. Et bien pour moi, aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'il y a les multinationales occidentales qui se mettent d'accord avec les oligarchies chez nous, d'accord, et qui prennent de la même façon, sauf que cette fois-ci, ça donne une sensation de volontariat, mais le loupen prolétariat de chez nous, pour qu'il aille travailler en Occident. Ça crée quoi? Des tensions communautaires, parce que les nôtres, lorsqu'ils viennent avec un autre schéma civilisationnel, chez vous, déjà, dans vos pays, il n'y a pas de boulot pour les populations autochtones. D'autres viennent, pour ceux qui vont connaître l'Eldorado, ils connaissent l'enfer. Il y a des tensions qui peuvent être évitables et qui ne sont présentes que parce que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine sont en concubinage pour justement se faire le maximum de blé. L'Aquarius, tu sais, c'est un bateau c'est la réponse que je viens de te qui donner. vient sauver des gens. C'est bien, c'est pas bien. Qui vient sauver? C'est qui dit sauver? Ils sont en train de boire la tasse quand même. Non, le sauvetage, il ne se situe pas là. Le sauvetage, il se situe sur le terrain de la justice sociale. La question, c'est pas parce qu'ils sont dans la mer, des babtous qui se donnent bonne conscience, qui viennent te dire « Allez, je viens de sauver Mamadou, t'es en train de te noyer, viens, je vais te donner le bonheur là-bas. » C'est un petit peu comme l'arche de Zoé qui venait kidnapper des enfants, qui disait « On vient sauver des enfants. » Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Ok? Comme ça te permet de comprendre ce que je pense. Le vrai problème, si l'Aquarius veut aider les Africains, qu'ils nous soutiennent dans notre démarche d'autodétermination vis-à-vis du néocolonialisme occidental, du néocolonialisme français et vis-à-vis des criminels que sont nos présidents à la tête de nos États. C'est ça que l'Aquarius devrait faire pour nous aider. Pas prendre ces gens et les ramener ailleurs que chez eux, alors qu'ils peuvent contribuer à nous permettre de nous enraciner et de lutter solidement comme nous on le fait sur le continent africain. Donc moi, désolé pour ce discours politiquement incorrect, mais là, l'Aquarius, j'en ai strictement rien à cirer. Et il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement. Il veut simplement sauver des gens. Non, qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France. Je ne comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les SDF français qui meurent en hiver sous moins 5 degrés. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon? C'est un endroit qui doit être capable d'accueillir les investissements, les chercheurs, les innovateurs et ceux qui ont envie de travailler. Et c'est pas forcément des bacs plus 5, ça peut être des bacs moins 3 qui ont une énergie, une volonté. Et donc tous les grands pays aujourd'hui, sauf le Japon et la Corée qui sont des cas particuliers, intéressants, qui vraiment refusent les étrangers. Tous les autres envoient des gens partout à travers le monde pour faire venir les talents. Et quand on dit en France, où certains disent il y a trop d'étrangers, les Français ne se sentent plus chez eux, on donne un signal épouvantable à tous ceux qui ont envie de venir apporter leur... Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Parce que sinon, les clients s'en iront. Les clients, c'est qui? C'est les investissements, c'est les talents, c'est les idées. Toutes les nations sont des hôtels aujourd'hui. Parce que le monde est dans un mouvement extraordinaire. Aujourd'hui, 200 millions de personnes... Il faut avoir les moyens d'être client. Parce qu'il y a les immigrés qui ont envie d'avoir une place, ils n'ont peut-être pas les moyens d'être des clients. Le problème n'est pas d'avoir des moyens d'être client. Le problème est d'être un hôtel attirant pour les gens de talent et les gens de qualité. Et aujourd'hui, il y a une immense concurrence mondiale des talents. Si on continue à dire dans notre pays des phrases aussi absurdes que les Français ne se sentent plus chez eux, la France est morte. Parce que la France ne peut pas être simplement réduite à ceux qui sont français. Elle doit attirer les talents. Si les États-Unis avaient dit il y a 50 ans, les Américains ne se sentent plus chez eux, l'Amérique serait morte. Parce qu'il n'y aurait eu ni Google, ni Apple, ni rien de ce qui a fait la puissance américaine. Nous ne sommes une nation puissante que nous sommes capables d'attirer les talents et non pas de nous fermer aux talents. Et donc la force, à la générosité, c'est pas du tout de la générosité, c'est de l'intérêt. L'intérêt bien compris. L'intérêt bien compris. Notre intérêt bien compris, c'est d'attirer les investissements, les chercheurs et les talents. C'est pas les bacs plus 5, c'est tous ceux qui ont envie de travailler. Et quand on caricature les autres en disant c'est des gens qui sont des paresseux, polygames et suçant le sang des autres, absurde. Nous avons intérêt à attirer les talents des autres. Nous avons intérêt en tant que nation. Et l'avenir de la France, la façon de rembourser nos dettes, c'est d'être ouvert aux idées des autres. C'est de comprendre que nous ne sommes rien sans le monde, que nous avons une chance infinie d'avoir 2 millions de Français à l'étranger, que nous avons une chance infinie d'avoir 4 millions ou 5 millions de Français qui parlent l'arabe, parce qu'il y a 1 milliard de musulmans dans le monde, que c'est un atout pour nous. Et que donc nous sommes une nation qui a un potentiel énorme à condition de rester une nation universelle.
au moment de la colonisation, avec l'idée totalement aberrante, stupide, qui est l'idée de l'intégration, de l'assimilation. Les gens de droite qui défendaient l'intégration n'avaient rien compris. Intégration, c'est l'universalisme. Ça veut dire que l'homme est le même partout. Or, l'homme n'est pas le même partout. Nous le savons bien, nous, héritiers d'une vieille histoire. Et en Afrique, c'est la même chose. L'homme est le produit d'une histoire, d'un terroir, et l'homme n'est pas interchangeable. Le citoyen interchangeable, ça c'est la vision de Victor Hugo. Cette vision universaliste, ce n'est pas du tout notre approche, ce n'est pas du tout notre définition. Dans l'aventure de l'Algérie française, Soustelle avait totalement tort. Imaginons que Soustelle ait gagné. Nous aurions aujourd'hui 50 millions d'Algériens qui seraient français. Mais ils ne seraient pas davantage français. Donc il n'y aurait plus de France. Voilà où mène l'universalisme. Tandis que, à l'époque des rois de France, et à l'époque de l'empereur Napoléon III, car je dois dire que sur ce point précis, l'empereur Napoléon III avait une vision totalement monarchiste. Que disait Napoléon III? Il disait ce qu'auraient très bien pu dire les rois de France. Je suis l'empereur des Français et des Algériens. Oui, mais je ne suis pas l'empereur des Franco-Algériens. Comme Lyautey, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Ce n'est pas pour ça que nous allons les rejeter. Mais comme ils sont autres, eh bien nous ne devons pas leur appliquer les mêmes principes qu'à nous. Ou alors, on en fait des acculturés. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de faire des Africains des Noirs new-yorkais totalement décérébrés avec leur machin, leur musique, etc. Non, les Noirs africains sont enracinés parce qu'ils ont un territoire, parce qu'ils ont une terre, parce qu'ils ont une histoire. Le malheur des Noirs aux États-Unis, ce sont des descendants d'esclaves déracinés, les pauvres. Ils ont perdu leurs origines, ils ne savent plus d'où ils sont. Ne faisons surtout pas des Africains l'équivalent des Noirs américains. Pour vous, c'est quoi l'immigration? Nous détestons cette expérience. Nous en sommes dégoûtés. Nous aimerions être dans notre pays, mais ce n'est pas possible. Notre vie a été gâchée dans cette prison qu'est l'immigration. Oui, c'est comme la prison. Il y en a qu'on condamne à l'exil, mais nous sommes condamnés nous-mêmes. Vous-même? Oui, je me suis condamné moi-même. Je suis venu pour gagner un morceau de pain, pour ensuite repartir. Mais on nous a coincés ici. Travailler ici aujourd'hui, demain là. Nous étions jeunes, forts, en bonne santé. Il y avait du travail. Maintenant qu'il n'y en a plus, regardez le résultat. Nous sommes devenus vieux, nos enfants sont nés, ont grandi ici, et nous sommes piégés. Nos enfants disent que c'est ici leur pays. Ils n'en connaissent pas d'autre. Nous disons que le Maroc est notre pays. Alors, que faire? Vous êtes coincé? Absolument. Mais comment voulez-vous qu'on se dégage? Qu'espérez-vous pour vos enfants? Mais je ne peux que leur souhaiter la réussite. J'aurais aimé qu'ils soient instruits, qu'ils réussissent. Mais le résultat a été nul. On a l'habitude de dire que les enfants qui vont à l'étranger sont mieux instruits. Il y en a même qui paient pour étudier à l'étranger. Nos enfants à nous sont nés et ont grandi au cœur de l'étranger. Et le résultat est nul. Aucun des miens n'a réussi. Les deux aînés sont fichus. Et la troisième, la voilà. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même.
les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer.